Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode riche en découvertes. On va parler de livres, de kits d'amigurumi et surtout, on va accueillir une invitée un peu particulière puisqu'on va plonger dans les coulisses de tests de crochet. Et je suis sûre que ça va vous donner envie de créer et peut-être même de passer de l'autre côté à vous aussi. Bienvenue dans cet épisode numéro 102 du podcast. Alors on va commencer par quelques actus du podcast avec amigurumi. Donc vous en avez entendu parler dans les épisodes précédents. Je vous propose chaque semaine un nouveau thème tout le mois de mai, donc amigurumi, pour qu'on puisse découvrir vos créations et qu'on puisse aussi rigoler un petit peu avec certains thèmes différents et qu'on puisse partager comme on le fait à chaque fois. Cette semaine, vous m'avez envoyé vos amigurumi les plus compliqués à réaliser. Vous savez, ceux qu'on recommence 10 fois, ceux pour lesquels on s'arrache les cheveux en se disant « mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir ». Ou bien quand on relit 10 fois la même phrase du patron en se disant « qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi ça marche pas et elle sur sa photo ça marche ?» Voilà, ces petits amigurumi là. Alors, j'ai cherché de mon côté pour vous montrer le mien. Il est vrai que je suis souvent des tutos bien faits, donc je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais il m'est arrivé aussi de galérer, bien sûr, notamment avec celui-ci, qui vient de perdre son bonnet. Hop! Ça, c'était un kit qui m'a été envoyé par My Woolies, un petit Père Noël, et je m'en suis vue surtout pour la barbe. Alors, j'ai déjà fait des Pères Noël, la barbe était faite en point popcorn. Cette barbe-là, c'est des ronds, des petits ronds, plein de petits ronds que l'on va coudre parce qu'ils sont cousus, ils ne sont pas collés. Et j'avoue que cette barbe, pour qu'elle ait une allure de barbe, déjà, qu'on n'ait pas l'impression qu'on lui a collé des choses comme ça au hasard, pour qu'elle soit jolie, pour que ça fasse vraiment Père Noël, j'ai vraiment galéré. Il a fallu aussi que je replace la moustache plusieurs fois au bon endroit, puisque si vous mettez le nez trop bas ou au mauvais endroit, ça fait pas visage, donc ça fait un problème. Sur l'emballage, si je me souviens bien, ça lui fait des petites jambes collées. Moi, mes jambes sont plutôt grandes, donc j'avais pas trop compris non plus pourquoi ça avait donné ces résultats. Mais voilà pour le mien, mon amigurumi le plus compliqué à réaliser. Allons voir tout de suite du côté de vos amigurumi à vous pour voir vos petites galères. Alors on commence avec ma Louisiane qui nous montre toute une petite bande d'amigurumi. Elle explique que le plus compliqué finalement, c'était de leur donner vie à tous. Un énorme travail réalisé en seulement quelques jours, avec beaucoup d'accroche et de patience. Et franchement, quand on voit toute cette petite famille réunie, on comprend pourquoi elle est fière du résultat. Du côté de Tofi, la difficulté venait surtout de la chevelure. Une chevelure interminable qui lui a donné du fil à retordre, mais qui apporte aussi énormément de personnalité à son personnage. Et clairement, ça valait le coup. Pour Bébé Créa, le plus compliqué a été ce petit lama. Elle nous dit qu'il lui a demandé pas mal de travail, mais qu'elle a adoré le réaliser malgré tout. Et c'est vrai qu'il a un côté tout doux et très poétique. Chez Velvet Crochet, le défi était très technique. Entre les changements de couleurs, le crochet en surface pour les ourlets et la ceinture, sans oublier le fait que le corps et les jambes sont réalisés d'un seul morceau, pas le droit à l'erreur. Et honnêtement, le résultat fait hyper propre. Nicole nous partage aussi un amigurumi qui lui a demandé beaucoup de temps. Elle n'a pas forcément détaillé toutes les difficultés et il y en a certainement eu quelques-unes, mais elle m'a dit que le projet avait été vraiment très long à réaliser. Et parfois c'est ça le vrai défi, tenir jusqu'au bout et garder la motivation. On continue avec Karine qui nous présente une pieuvre réalisée à partir d'un tuto d'Alexticia. Une pieuvre assez particulière puisqu'elle sourit d'un côté et pleure de l'autre. Elle explique avoir dû démonter plusieurs fois avant d'arriver au résultat final. Mais franchement, ça en valait la peine une fois de plus, parce qu'elle est vraiment expressive et originale. Et enfin, Debo Créa nous partage son poisson coloré. Elle dit que le plus compliqué, c'était surtout la longueur du projet et toutes les coutures à faire, mais sans traumatisme quand même. En connaissant Debo, on sait qu'elle aime les projets qui demandent de la minutie. Alors ce thème d'amigurumi montre bien une chose. Derrière les amigurumi qu'on voit en photo, il y a souvent des heures de réflexion, de démontage, des coutures et parfois quelques petits moments de solitude.
Mais c'est aussi ça qui rend le résultat encore plus satisfaisant. Merci à vous pour tous ces envois que j'apprécie recevoir. Je les reçois donc par mail, par Instagram, par WhatsApp, bref. Envoyez-moi, de toute façon j'ai mon petit dossier bien organisé et je mets tout dessus. Le thème de la semaine prochaine, c'est vos amigurumi les plus ratés. Alors on en a forcément un amigurumi qui n'a pas l'allure que l'on voudrait qu'il ait, qui n'a pas l'allure de la photo. Donc si vous avez un amigurumi qui vous semble raté, envoyez-moi la photo, expliquez-moi pourquoi il est raté et je me ferai un plaisir de le diffuser dans le prochain épisode. Je compte sur vous et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Continuons avec le thème toujours des amigurumi, puisque c'est le thème de Debo que nous allons accueillir tout de suite dans le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le kit dont je vous ai parlé la dernière fois quand je vous avais présenté le livre Une année en amigurumi, parce que du coup c'était la même créatrice. Donc voici ce kit. Alors Aurélie, je t'ai envoyé une petite photo pour que tu montres le contenu que j'avais en déballant ce kit là, parce que maintenant je l'ai fait donc j'ai pu. Mais du coup dans ce kit nous avons le tuto, nous avons les pelotes. Donc, Oudid, alors Aurélie, tu as déjà présenté toi ton kit avec la petite pochette. Donc, comme vous savez, c'est en fait du coton recyclé. Donc, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais il est assez épais. Donc, j'avais les petites pelotes, les différentes couleurs qu'on avait besoin. J'avais également du fil noir pour la broderie et il y a un crochet de taille 4. Alors moi, j'avoue, j'ai essayé de faire quelques mailles, mais après, j'avais un peu mal au doigt et j'aime pas trop, c'est en mode uniquement tout en fer comme ça. Donc, je suis passée sur le mien. Et c'est tout. Donc, comme on peut voir, pour faire cette vache, il n'y a pas de rembourrage à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un kit tout prêt en main. Donc, je peux pas offrir à quelqu'un qui débute. Et puis, en plus, sur cette vache, alors, dès qu'on voit un peu sur l'image, en fait, il y a de la couture. Du coup, moi, je conseillerais pas à quelqu'un qui débute, mais plutôt quelqu'un qui souhaite faire une vache, alors, de décoration. J'allais dire parce que ce coton, comme il est recyclé, il est un peu moins doux qu'un coton, par exemple, pour Créa de luxe ou des choses comme ça. Il est plus épais et du coup, ben, ça fait déjà une plus grosse peluche. Après, ça reste quand même une peluche, donc on peut l'offrir pour un enfant, mais du coup, la texture est moins grosse. Donc, voici le résultat de ma petite vache. Alors moi, j'avais craqué notamment pour sa petite frange, que bah, du coup, c'est vrai que j'avais jamais vu un petit mocktail comme ça. Alors, moi, j'ai un peu galéré, j'avoue, bah, il y avait énormément beaucoup de couture. C'est pour ça aussi que je ne conseille pas pour les débutants. Et comme bah, du coup, le coton est assez rigide, donc moi j'ai eu un peu de mal. Mais bon, elle reste quand même super mignonne. Voilà, j'ai eu assez de coton et il m'en reste même. Alors le blanc, ils ont été super généreux parce que c'était juste pour le nez. Il me reste tout ça, donc je pense que je vais vous préparer peut-être j'ai une petite idée plus pour faire en fait avec ce coton-là. Moi, j'ai plus envie de faire de la décoration en fait, tellement qu'il est épais. Et donc, j'ai peut-être une petite idée avec ce beau blanc de faire une petite décoration spéciale été. Mais bon, suivez-moi, vous verrez peut-être la suite pour avoir ce petit DI du coup. Voilà, donc si on parle du patron, donc du coup, c'est la créatrice du livre dont je vous ai présenté précédemment et qui est portugaise et la marque est portugaise également. Du coup, au Kid, je sais pas si je prononce bien. Et du coup, bah, le petit livret, on a à l'intérieur les points de base où il y a des QR codes pour voir en fait les vidéos. Voilà, avec les différents liens. Alors, du coup, c'est un peu comme l'autre fois la DMC, c'est que du coup, il y a une page où on a toutes les photos en détail parce qu'après, il y a le tuto en différentes langues. Du coup, parce que voilà, c'est vendu dans plusieurs pays, donc forcément. Après, en petit livret, c'est bien sympa quand même. C'est plus facile à ranger et c'est très très bien expliqué. Du coup, moi, j'ai pas eu de difficultés. Moi, vraiment, c'est que la partie avec ce type de coton très épais, c'est vraiment la partie assemblage. C'est dommage qu'il y en a beaucoup. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas l'aiguille.
Bon, après, l'aiguille, ça va, on a souvent chez nous. Donc voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que j'avais adoré ce petit couleur brique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce kit et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour cette rubrique et elle est vraiment très mignonne cette petite vache. Moi aussi j'aime beaucoup cette frange, ça lui va super bien. Alors en effet tu nous avais déjà parlé de cette petite vache qui était dans ce livre Une année en amigurumi qui est rédigé par l'autrice Andrea, que nous recevons dans le podcast début juin. Donc on vous en parlera avec un peu plus de détails. En ce qui concerne l'autre kit que je vous avais présenté, qui fait partie de la même marque que celui de Débo, donc c'était le kit Kuala Lumpur et il était présenté dans l'épisode 95. C'était pour faire cette pochette, souvenez-vous, c'est le même fil que Débo et c'était une petite pochette plutôt sympa à réaliser, une pochette estivale qui se trouve être bien pratique pour mes rencontres de crochet puisque je mets plein d'affaires à l'intérieur. Donc vous avez toutes les infos dans l'épisode 95. Alors on quitte doucement l'univers des kits pour entrer dans l'univers des livres. Ces derniers temps, je vous ai présenté beaucoup de livres de fleurs puisque c'est ce qui sort majoritairement. Et du coup, ma série livres de fleurs se termine avec ce dernier livre-là que je vais vous présenter tout de suite et qui a pour but aussi de vous montrer, de vous donner des tutos pour réaliser plein de fleurs au crochet. Alors, je vous présente aujourd'hui le livre Fleurs au crochet écrit par Emma Varnam, qui est édité par Marabout et qui vous propose 28 modèles à crocheter. Il est au prix de 17,90 €. Alors, on commence avec le sommaire de toutes les fleurs. Voilà, où vous pouvez choisir celle qui vous donne envie de vous lancer. On a une petite introduction sur l'autrice qui nous dit qu'elle a toujours été passionnée par les fleurs. Et elle a écrit un premier ouvrage sur les plantes et écrire un ouvrage sur les fleurs, c'était quelque chose d'important pour elle, donc le voici. Vous avez à la fin du livre le cahier technique avec toutes les infos concernant la façon dont on tient le fil, qui m'a un petit peu surprise, puisqu'on nous conseille de tenir le fil de cette façon. C'est la nouvelle version, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on l'entoure autour du petit doigt. Avant, on le faisait passer dans les 3 doigts, puis au-dessus de l'index, comme ceci en fait, et on bloquait dans les 3 doigts. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant de voir une autre technique. Il y a vraiment toutes les explications pour que vous puissiez vous lancer ou pour que ça puisse vous servir de pense-bête si vous avez oublié une ou deux techniques. En ce qui concerne les tutos, vous avez toutes les informations avec les techniques utilisées, les fils, les dimensions. Toujours une petite note, une petite astuce qui vous explique comment va être réalisée la fleur. Et ensuite, on rentre directement dans la création. Alors, est-ce que c'est pour des débutants ? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Vous devez réaliser votre fleur avec uniquement du texte, ce qui est tout à fait faisable. Hein. Vous voyez, j'ai fait ma petite tulipe moi aussi. Et alors, le gros plus de ce livre, que j'ai trouvé vraiment génial et qu'on voit de moins en moins, maintenant, on a vite tendance à dégainer son pistolet à colle et je trouve ça assez horrible de mettre de la colle sur les créations crochetées à la main. Dans ce livre, on nous donne une autre technique qui est de crocheter un embout et de ensuite pouvoir coudre les pétales directement sur cet embout. Je trouve ça très joli. C'est même plus agréable à travailler parce que j'ai apprécié cette partie du montage de ma fleur, de ma tulipe. Donc, un gros plus pour cette technique que j'ai découverte. Ce côté embout où l'on coud directement dessus, c'est très très bien. Utilisons la couture plutôt que ces horribles pistolets à colle à mon sens. Donc voilà, un livre de plus sur les fleurs qui vous permet d'en réaliser différentes, mais de manière un peu plus rapide, sans toutes les étapes pour les débutants. Voilà donc pour tous ces livres fleuris, je suis sûre qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver bientôt. Mais bon, là, je crois que toutes les maisons d'édition y sont passées. Elles ont toutes sorti leurs livres de fleurs. Donc, on vient de sortir d'une période granny pour entrer dans une période fleurs. Je suis impatiente de voir les prochaines sorties à venir et de vous les partager. Alors, on va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Le crochet sert à créer des fleurs, à créer de la déco, mais aussi à créer des vêtements, comme vous pouvez le voir avec mon gilet, mon pull au point jasmin.
et il permet aussi de créer des vêtements un peu plus, comment dire. Eh bien, je vais laisser Jimmy vous en dire un peu plus dans sa rubrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode au sein du podcast de Aurélie Crochet et vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un type de patron que l'on ne croise pas très souvent sur les réseaux sociaux ou encore dans les magazines. Il s'agit des sous-vêtements au crochet. Effectivement, ce type de patron est souvent associé à des travaux qui doivent nécessiter une certaine finesse et une certaine élasticité puisqu'ils vont se porter proche du corps. Et effectivement, si on a quelque chose qui est crocheté avec un fil très épais, ça va se voir en dessous des vêtements et clairement, ce n'est pas le but. Ici, je voulais vous présenter un patron pour lequel j'ai été testeur il y a quelques semaines de cela. Il s'agit du patron Brief, donc c'est la catégorie de sous-vêtements, mais concrètement il s'agit d'un slip et je l'ai fait en stonewash avec une jolie couleur jaune sable ou blé et un joli bleu. Et donc ce patron, il a été designé par Johnny Lopez de la marque Bones Crochet, qu'il a lui-même développé. Et ce qui m'a donné envie justement de tester ce patron, c'était notamment de pouvoir voir à quel point on allait obtenir une certaine élasticité. Et c'est vrai que dans le monde du crochet, il existe un certain nombre de points très élastiques, dont la maille coulée lorsqu'elle est travaillée en maille arrière et maille avant. Et autant vous dire que ça prend beaucoup de temps pour obtenir ce motif, et notamment sur une épaisseur de tissu aussi long. Et donc ceci a amené à une mini tendinite, mais le résultat est assez bluffant quant à l'élasticité du patron, mais aussi quant à la forme que l'on peut obtenir. Et ce qui m'a permis aussi d'apprendre au travers de ce patron la formation d'une e-corde. Alors je ne sais pas si c'est le terme consacré en français, mais en fait il s'agit de travailler à partir d'une aiguille à tricoter et d'un crochet, une sorte de corde sur 4 rangs. Donc on pourrait effectuer exactement la même chose à partir d'un tricotin, mais ici l'e-corde se fait directement sur le tissu et permet justement d'attacher les différentes parties ensemble grâce à celle-ci, ce qui est plutôt intéressant comme technique à travailler. Mais donc effectivement, je m'étais portée sur ce type de modèle tout simplement parce que je trouvais très intéressant de pouvoir faire des maillots de bain au crochet, puisque je pense que en termes de sous-vêtements, même ici en travaillant avec un crochet de taille 3, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt épais. Ce n'est pas du tout inconfortable, mais il est vrai que ça reste épais. Néanmoins, dans le cadre d'un maillot de bain, je pense qu'on pourrait avoir un certain nombre d'avantages, notamment avec toutes les matières qui sont faites actuellement, tous les fils qui sont développés pour faire des maillots de bain, que ce soit au tricot ou au crochet. Et donc, justement, c'est ce que développe actuellement Johnny Lopez. Et donc, j'avais envie de vous parler de ce type de patron qu'on ne croise pas très souvent, hormis dans quelques magazines, et je trouve ça très intéressant de voir que certains designers poussent l'idée de crocheter vers des accessoires que l'on n'a pas l'habitude de porter lorsqu'ils sont faits à partir du crochet. Et je vous invite à aller regarder sa page, notamment il a sorti il y a peu des sous-vêtements tels que des bikinis faits au crochet qui sont assez sympas, et donc ça permet justement d'essayer d'avoir un certain twist pour l'été, puisque l'on sait très bien que l'on a du mal à crocheter à cause des fortes chaleurs. Or, si l'on crochette des maillots de bain avec un tissu type maillot de bain, ce serait peut-être plus agréable pour justement passer cette période d'été, tout comme d'autres matières telles que le lin ou le coton dans mon cas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette rubrique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà crocheté un sous-vêtement ou un maillot de bain. Je serais vraiment curieux, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout sur les réseaux sociaux. Et finalement, ça peut être très intéressant et on peut envisager un certain nombre de motifs qui pourraient être vraiment super beaux. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite un bon dimanche et je rends l'antenne à Aurélie. Au revoir. Merci beaucoup Jimmy pour ta rubrique. Et tu abordes là un sujet très intéressant. C'est vrai qu'on parle peu de sous-vêtements.
Donc, tu nous demandais si on avait déjà crocheté des sous-vêtements. Pour ma part, oui. Pour un numéro spécial du magazine Crochet Pratique, c'était un numéro spécial lingerie. J'avais crocheté 7 culottes que j'avais réalisées donc en tuto, que vous pouvez trouver en tuto. Elle est faite en 2 parties et sur le côté, elle est réalisée avec des petites cordes qu'il faut replier, qu'il faut attacher pour que ça fasse un côté un peu maillot, un peu joli. Le vrai problème des sous-vêtements, en premier lieu, c'est le fil, bien sûr, puisque toi, tu as utilisé de la Stone Washed, donc c'est celle que je porte d'ailleurs, c'est le même fil de chez Cheap Cheese. Pour la culotte que j'avais réalisée, j'ai utilisé le fil Casasol, qui est un fil espagnol, et qui est du 100% bambou. J'ai trouvé que la matière s'y prêtait bien, pour ce côté très coton, très doux en fait. Donc c'est une vraie recherche au niveau du fil. En ce qui concerne les maillots de bain, il existe de plus en plus de fils pour faire des maillots qui ont un aspect un peu, on va dire presque plastifié, si on peut le dire comme ça, pour que ça sèche rapidement. Je pense notamment au fil bikini, donc vous regarderez, plusieurs marques ont sorti ce type de fil, il me semble l'avoir vu chez Loupation. Le fil bikini sert à faire des maillots de bain, donc c'est plutôt intéressant. Je pense qu'en termes de travail, c'est aussi très intéressant de faire le haut, de faire le bas. Enfin bon, bref, c'est un travail qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Je voudrais aussi rebondir sur quelque chose. Quand j'ai réalisé cette culotte, il m'a semblé qu'elle était déjà très grande par rapport à moi, par rapport à mon corps. Je me suis dit, mais je vais flotter là-dedans. J'avais quand même envie de l'essayer juste pour voir. Et mes fesses ne sont pas rentrées. Je dis ça comme si j'étais surprise. Mais je le suis. Parce que le problème avec ce type de création, c'est qu'on se dit, bon bah là je prévois une taille énorme. Et d'ailleurs la création que tu nous montres, on se dit, non mais Jimmy, il est tout fin, qu'est-ce qu'il va porter un truc pareil? Eh bien non, détrompez-vous. Je crois qu'on ne voit pas notre 3D, notre côté 3D. Et du coup, voilà. Donc ça a été uniquement une culotte d'exposition pour le magazine et rien de plus. Donc voilà, les sous-vêtements, il y a quand même un travail aussi en termes de matière. On n'a pas l'impression, mais on a quand même des fesses assez bombées qui doivent rentrer dedans. Et ça donne un travail technique très intéressant. Donc merci à toi de nous avoir parlé de ce petit secret crochet, puisque c'est vrai qu'on en voit très très peu et qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, mais ça va changer je pense, parce qu'à mon avis ce fil bikini va être développé et on va voir de plus en plus de maillots de bain au crochet et du coup on pourra en parler et tester ces fils dans le podcast. Alors en parlant de tester, on va bien sûr accueillir notre invitée du jour qui est Céline des Fils Sanim, qui est une testeuse et qui est notamment une des testeuses de Debo Créa. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle et je suis ravie de l'accueillir tout de suite pour nous parler de ce côté test qu'on connaît pas si bien. Bonjour Céline et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Céline, alias Les Fils Sanim sur Instagram. J'ai 45 ans, je suis maman de 2 ados et dans la vie je suis maître nageur. Rien à voir avec le crochet et le tricot. J'ai commencé le tricot grâce à une collègue en 2021 et j'ai commencé les tests en février 2022 pour le crochet. Et là, ça va faire 1 an aussi que je teste au tricot. Voilà, ça me permet de varier un peu les deux et j'aime beaucoup. Alors déjà, on est avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait de quoi il parle. Ça, c'est agréable. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut vraiment dire être testeuse de patron? Alors, être testeuse, c'est aider d'abord la créatrice pour qu'elle puisse sortir un patron le mieux possible et le plus clair possible. Donc d'abord, on postule à un tester call ou un appel au test. Une fois qu'on a fait ça, on reçoit le patron en avant-première. Et là, on va commencer à corriger les fautes. Donc fautes d'orthographe, fautes de syntaxe. Et ensuite, on va choisir nos couleurs. Moi, j'adore ce moment-là. Et on va commencer à réaliser la création. Ce qui nous permet en fait de voir s'il y a des erreurs de maille, si aussi les broderies sont pas bien placées, s'il y a des erreurs et tout de conception et tout.
Une fois qu'on a fini la création, on fait tout le bilan qu'on envoie à la créatrice. Comme ça, du coup, elle peut corriger. On est plusieurs testeuses généralement, donc il y a des petites choses qu'on voit pas ou qu'une autre va relever et ainsi de suite. Donc du coup, la créatrice, elle, ça lui donne un bilan très global et hyper intéressant pour elle. Et à la suite de ça, en fait, on fait une photo et on partage en fait notre publication, ce qui lui permet à elle de faire après un peu de pub pour pouvoir essayer de vendre au mieux son patron. Oui, du coup, c'est un rôle hyper important qui nous permet à nous, ensuite, crocheteurs et crocheteuses, de pouvoir crocheter en comprenant le patron qui a déjà été réalisé, qui a déjà été corrigé, relu par quelqu'un. Donc, ce rôle est vraiment primordial quand on crochette parce que quand on réalise un tuto, on passe des heures dessus et à force d'avoir les yeux dessus et de le relire, il y a des tas de choses qui doivent passer à la trappe, c'est évident. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours toi qui contactes les créatrices ou est-ce que des fois elles viennent aussi à toi parce que tu commences à avoir une certaine réputation de testeuse? Alors ça dépend. Au début, j'ai beaucoup postulé et j'étais pas beaucoup prise. Mais au fur et à mesure, j'en ai eu de plus en plus et j'ai été prise de plus en plus. Et au fur et à mesure, on a vu mon travail et j'ai eu des créatrices qui sont venues me demander si je voulais bien tester et tout pour elles. Donc c'est très flatteur, j'étais très contente. Donc voilà, donc ça dépend en fait, c'est très aléatoire. Et oui, j'imagine que c'est aléatoire. J'imagine que ça dépend aussi peut-être de la création en elle-même. Peut-être qu'il y a des testeuses qui sont plus pro amigurumi, d'autres plus pro vêtements, ça doit quand même donner quelque chose de différent selon les testeuses. Alors justement, je parlais de ce type de réputation par rapport à ton niveau peut-être. Du coup, est-ce qu'il y a ce type de profil vers lesquels les créatrices aiment se tourner, des profils différents de testeuses? Alors non, je pense qu'il n'y a pas de réputation. Par contre, le crochet reste, même s'il se démocratise, le crochet reste un milieu petit. Et oui, entre testeuses qui testent régulièrement, on se connaît. Voilà. Après, concernant les créatrices, ça a beaucoup changé. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de créatrices, donc il fallait postuler. Et si on n'avait pas un compte avec beaucoup de crochets, en fait, au début, c'était compliqué d'être prise. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu de plus en plus de créatrices, plus en plus le crochet, on en voit de plus en plus. Donc, il y a besoin de plus en plus de testeuses. Donc là, pour ma part, moi, les 3/4 des créatrices, voire un peu plus de la moitié, elles ont des testeuses permanentes. Et à côté de ça, elles ouvrent les appels au test à leurs abonnés pour leur faire plaisir, pour pouvoir aussi découvrir des nouvelles personnes, découvrir aussi des nouvelles crocheteuses. Et de temps en temps, on a des surprises, des bonnes surprises. Moi, j'ai découvert des filles qui crochetaient. Et en fait, en test, elles sont méga top, quoi. Donc, c'est hyper enrichissant pour la créatrice et pour moi aussi en tant que testeuse. Je découvre des comptes, je découvre des filles qui crochettent et qui sont très très bonnes. Donc, c'est un vrai plaisir, quoi. Bah, j'imagine que tu dois aussi te dépasser sur certaines techniques que tu n'as pas encore apprises ou pour tester certains patrons et je trouve que c'est très intéressant. Ça doit être une partie du crochet très intéressante et qui te permet de faire plein de découvertes comme ce qu'on fait nous ici. On fait un petit peu la même chose, on découvre des profils, toi tu les testes, nous on les présente, c'est assez semblable. Alors tu disais que tu as testé des patrons pour plusieurs créatrices. Est-ce que tu remarques de vraies différences d'une créatrice à l'autre? Alors oui, chaque créatrice a son univers. Chaque créatrice a des mises en page de patrons différentes. Il y en a qui vont détailler au millimètre les points de base et tout. D'autres, pas du tout. Il y en a d'autres aussi qui vont te mettre 1 ou 2 photos et les autres, elles vont en mettre 50. C'est très varié. Et après aussi, elles ont toutes des constructions de patrons et pour créer leurs amigurumi complètement différents. Donc c'est toujours rigolo de voir comment elles ont construit leurs patrons et comment elles font, quoi. Oui, j'imagine cette petite surprise au début quand tu découvres, tu peux
peut-être un peu analyser la créatrice au travers de son patron, se dire bah tiens celle-ci elle accompagne beaucoup l'autre, elle met 50 photos, tiens celle-ci elle laisse les gens se débrouiller, il n'y a qu'une photo pour un point complexe, donc ça doit être assez rigolo et tu dois pouvoir voir peut-être leur personnalité au travers de leur patron, j'imagine, Madame Irma du patron. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un patron avec vraiment beaucoup d'erreurs et difficile à suivre? Et dans ce cas, comment tu fais pour t'en sortir? Alors oui, j'ai eu des échecs. Oui, je suis désolée de le dire, mais oui. Je me souviens de deux patrons. Un où ça allait pas du tout, mais pas du tout en fait. Donc là, du coup, on s'appelait avec la créatrice et du coup, je lui disais, bah là, je bloque. Si je fais ça, ça passe. Mais du coup, sur la ligne d'après ou le tour d'après, ça passe pas. Comment je fais? Est-ce que tu préfères comme ça et tout? Et elles, généralement, elles refont ce passage-là pour revoir, pour remodifier. Parce que ça reste leur patron quand même. Donc, du coup, la décision finale, ça doit venir d'elles. Donc là, je me souviens, j'ai redéfait, j'ai fait, on a recorrigé, ça allait pas. Je crois qu'on a refait le corps. Oh, j'ai dû le faire 4-5 fois. Donc voilà. Mais le but, c'était pas de lâcher. C'était de le finir et d'y arriver. Donc on n'a pas lâché. Par contre, le deuxième patron où là, j'ai lâché. J'ai dit à la créatrice, je peux pas le finir, je n'y arrive pas. On avait beau corriger, les proportions étaient toujours pas bonnes, je ne comprenais pas. Elle ne comprenait pas non plus ce que je lui disais. Sa logique était pas la mienne, quoi. C'était l'incompréhension totale. Donc là, je lui ai dit, écoute, je vais arrêter. Je n'y arrive pas du tout. Et je m'en souviens encore un. Pourtant, j'en ai fait des tests, mais celui-là, il m'a marqué, quoi. Oui, j'imagine que ça t'a marqué parce que rester sur un échec, en plus, ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et ne pas terminer parce que c'est pas possible, ben c'est quand même embêtant et tu te dis ben dommage, c'est raté. Mais bon, on peut pas réussir à chaque fois et j'imagine que sur les tas de tests que tu as fait, ça doit arriver très très rarement et c'est ce qui est rassurant quand même. Alors, est-ce qu'il y a une créatrice que tu rêves un jour de tester et que tu n'as pas encore testé du coup? Non, je crois que j'en ai pas. J'ai tellement eu de chance d'avoir testé pour tellement de superbes créatrices, gros compte, moyen compte, petit compte, que du coup, j'ai été quand même hyper gâtée. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir tester pour toutes ces créatrices et plein de créatrices. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas une créatrice de rêve pour le moment. Désolée. Non, ne sois pas désolée, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que tu es allé jusqu'au bout de ce que tu avais envie de faire. Tu as testé assez de monde pour ne pas te dire ah, cet objectif, cette créatrice-là, je la voudrais. Donc, c'est plutôt très positif. Alors, ce test de patron, à toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Alors moi, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est du kiff total. Moi, c'est d'abord aider, partager, communiquer avec la créatrice, avec les autres testeuses. Déjà, le partage et l'échange. Moi, c'est déjà la première chose que je vais chercher. Après, c'est l'entraide. C'est d'avoir le patron en avant-première. D'avoir le plaisir de pouvoir la réaliser. De choisir mes couleurs, de pouvoir les faire avec les couleurs que je veux, parce que les trois quarts du temps, les créatrices nous laissent libre choix. Donc c'est tout ça, c'est toute une osmose et un partage que j'adore. Bon, en tout cas, ça se voit. Tu as l'air passionné et ça a l'air vraiment d'être ton truc. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles techniques ou de progresser dans ta pratique du crochet et du tricot? Alors au début, j'ai appris plein de choses. Maintenant, bon, j'avoue, je suis un peu calée. Techniquement, peut-être qu'on peut me surprendre et encore apprendre des choses. Pour l'instant, ça va. Là, j'apprends plus grand-chose. Mais par contre, ce que j'adore là, maintenant, c'est différent. J'adore voir comment les créatrices construisent leurs poupées ou leurs animaux, leurs amigurumis. J'adore. Comment elles vont mettre leurs augmentations pour faire des joues, comment elles vont faire une augmentation pour faire, par exemple, une queue sur un canard. Comment elles vont faire leur broderie, comment elles font accrocher un chapeau. Ouais, j'adore voir en fait comment elles structurent leur création. J'adore là maintenant voir ça.
Oui, du coup, c'est un côté quand même très technique et te faire surprendre aussi, comme tu le dis, par exemple par des joues, te dire tiens, là il y a des augmentations, ah oui, ok, ça c'est les joues, ça va rendre comme ça. Et ça doit être très intéressant et très chouette. Alors, la question qui me vient maintenant, elle me paraît assez évidente. À force de tester et de corriger, est-ce que tu as envie de créer tes propres patrons à toi? Alors moi, pas du tout. Créer un patron, pas du tout. C'est pas du tout mon kiff. Quand je vois tout le côté administratif qu'elles ont pour pouvoir vendre un patron, le temps qu'elles passent dessus pour faire, défaire, réécrire, remettre tout au propre sur l'ordinateur, relire au moins 4000 fois parce qu'elles ont trop peur d'avoir fait trop de fautes et avant de nous les envoyer, être accusées de plagiat, non, tout ça en fait fait que moi, j'ai pas du tout envie de ça. Donc là, moi, je teste et je m'éclate à faire ça. Donc je reste à faire ça et je leur laisse tout ce côté créatif avec grand plaisir. Bon, au moins c'est clair. On sait bien où tu vas, où tu as envie d'aller et les choses sont très claires. Quel est ton univers exactement? Quelles sont les créations que tu aimes le plus tester? Alors, j'ai pas trop d'univers. Je peux tester des amigurumi, comme aller tester des choses pour faire de la décoration, ou comme des sacs, ou comme des vêtements. J'ai pas trop d'univers. Moi, le but, c'est à chaque fois d'aimer ce que je peux tester. Et c'est le challenge à chaque fois. Voilà. C'est plutôt ça. Mais j'ai pas forcément d'univers. Je peux aller dans tout. Tant que ça me plaît, je vais dans tout. Bon, je crois que tu es la testeuse parfaite. Voilà, on peut tout te proposer. Tu aimes, tu t'éclates, tu as envie de faire ça. Donc c'est assez royal. Eh bien, grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment très intéressant. Et c'est un aspect du crochet que je connais peu et j'avais très envie de recevoir une testeuse dans ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent? Petit mot pour la fin, si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à tenter l'aventure. Vous allez aimer ou pas aimer, mais tant que vous l'avez pas fait, vous pouvez pas savoir. Moi au début, je savais pas trop dans quoi j'allais, mais finalement, je suis devenue accro, donc pourquoi pas. Au début, vous serez peut-être pas forcément prise, mais ne baissez pas les bras et continuez à postuler si vous voulez vraiment tenter l'aventure et essayer au moins une fois. Eh bien, merci pour ces bons conseils et on est ravis de t'avoir reçu dans ce podcast et on te dit à très vite. Et c'est ainsi que cet épisode numéro 102 se termine. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez ou pour rebondir sur nos différentes rubriques à Jimmy, Debo et moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles découvertes.